Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier un nouveau cas de politique mixte dans le modèle ISLM. Alors cette fois-ci, ce qui va nous intéresser, ça va être un État qui va diminuer les dépenses publiques. Donc on est dans une politique budgétaire restrictive, la restriction peut venir de la hausse des impôts ou bien de la diminution des dépenses publiques. Ici, j'ai préféré faire ce cas parce qu'on a déjà fait la hausse d'impôts dans une précédente vidéo. Et puis c'est une politique mixte parce que cette politique budgétaire va être du coup complétée par la Banque centrale qui va faire une politique monétaire cette fois-ci expansionniste en augmentant l'offre de monnaie. Donc comme ça on aura vu un petit peu tous les cas, hein. On aura vu une double expansion, une double restriction, on aura vu quand on avait une expansion du côté de l'État et une restriction du côté de la Banque centrale. Et du coup le dernier cas qui nous intéresse, c'est une restriction au niveau de l'État et une expansion au niveau de la Banque centrale. Comme ça on va voir ce qui se passe. Alors on a exactement la même méthodologie, hein. À chaque fois ici je trace le graphique du marché des biens et services. En dessous, je vais avoir le graphique monétaire et puis ensuite j'ai le résumé des deux, à savoir ISLM. Donc je vous rappelle, la courbe IS synthétise les relations du marché des biens et services, donc son équilibre, et puis la courbe LM synthétise les interactions et donc l'équilibre sur le marché monétaire. Donc c'est pour ça qu'on trace ces trois graphiques et à chaque fois, n'hésitez pas dans vos copies, si vous avez ce type de questions en examen, de vraiment pouvoir les tracer ces graphiques, c'est vraiment une valeur ajoutée. Alors, on est parti, donc on a l'État qui diminue les dépenses publiques. Donc là, j'ai rappelé l'équation de la dépense prévue, hein, c'est la somme des dépenses des agents économiques. C, c'est pour les ménages, I, c'est pour l'investissement privé des entreprises, et G, c'est l'investissement public, donc c'est l'État. Et du coup, on a une diminution de G, hein. Donc si on a une diminution ici de G, forcément, on va avoir une diminution de la somme des trois, et donc on va diminuer ici pour arriver en D2. Donc on a la demande prévue qui va diminuer. Et donc cette demande prévue, si elle diminue, ça engendre une diminution du revenu ici, du revenu total. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder les précédentes vidéos où on avait vraiment analysé tout ça en détail en se concentrant simplement sur le marché des biens et services. Nous, à partir de là, on sait qu'on a une diminution du revenu en Y2 et on sait que le revenu sur le marché monétaire en deuxième étape, c'est une composante positive de la demande de monnaie. Donc si le revenu diminue, forcément la demande de monnaie va diminuer. Quand on entend par demande de monnaie la demande pour différents motifs, donc de transactions, de spéculation, etc. Donc là aussi je vous invite à regarder la vidéo sur les différents motifs si cela ne vous parle pas. Mais en tout cas, du coup, on a cette diminution du revenu qui engendre une diminution de la demande de monnaie. Donc c'est pour ça qu'ici on a une diminution de la demande. Et si on se situe donc à offre constante en O1, offre de monnaie constante, on était ici. Et quand on décale la courbe de demande, on voit qu'ici on a une petite baisse de taux d'intérêt. Alors pourquoi? C'est toujours la même chose. Si à offre constante, j'ai une diminution de la demande, alors je vais avoir un déséquilibre, j'aurai plus d'offres que de demandes, et quand j'ai plus de biens que de personnes qui veulent acheter le bien, et le prix du bien diminue. Et comme on est sur le marché monétaire, le bien ici c'est la monnaie, et le prix du bien c'est le taux d'intérêt. Et c'est pour ça que j'ai une diminution. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, hein, parce que là pour l'instant je vous ai décrit que la partie État, la partie dépenses publiques. Alors si on regarde déjà ce qu'on a vu sur la courbe, sur le graphique de résumé ISLM, on a du coup une diminution de la demande, donc une diminution du revenu, donc on passe ici de Y1 à Y2, hein. C'est cette flèche noire qui diminue et qui est due à cette diminution ici de IS1 à IS2, et donc on était à l'état stationnaire A, on passe à l'état stationnaire B, où on retrouve ce qu'on vient de trouver, hein, c'est-à-dire une diminution du taux d'intérêt et une diminution ici du revenu. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, hein, parce que la Banque centrale a observé exactement la même chose que nous, et cette Banque centrale décide de faire une expansion monétaire, donc d'augmenter l'offre de monnaie. Alors la Banque centrale ne peut pas agir sur le marché des biens et services, mais elle peut agir sur le marché monétaire, et donc elle va intercepter la politique budgétaire en augmentant ici son offre de monnaie. En augmentant l'offre de monnaie, elle va du coup accentuer ce déséquilibre, et on le voit, hein, très bien, hein, avec ce décalage ici de l'offre, on voit qu'elle accentue ce déséquilibre
parce qu'on arrive ici à ce dernier point C, et ce dernier point C, au final, crée un taux d'intérêt qui est encore plus faible. Donc on a une double diminution du taux d'intérêt du fait de l'accentuation du déséquilibre offre-demande sur le marché monétaire. Et comme elle augmente son offre, on a ce décalage de l'offre ici de monnaie, on va avoir ce décalage vers le bas de LM qui synthétise ces relations. Et donc forcément, comme on a un décalage de LM, on va avoir donc d'un côté ici une diminution de taux d'intérêt et on va avoir un petit rattrapage de revenus ici. Pourquoi? Parce que plus je diminue mon taux d'intérêt, et là en l'occurrence je le diminue ici avec la politique budgétaire et ici avec la politique monétaire, et plus je vais pouvoir jouer sur l'effet d'éviction, c'est-à-dire y égale c plus i, je le renote ici, plus g. Et l'investissement, souvenez-vous la vidéo sur la fonction d'investissement, je vous avais dit que l'investissement possédait une relation décroissante avec le taux d'intérêt. Donc si j'ai une baisse drastique du taux d'intérêt ici, là, je vais avoir une hausse drastique de l'investissement privé qui va venir doper ici le Y. Donc le Y va augmenter. Et donc c'est ce qu'on voit ici avec ce phénomène de rattrapage qui est accentué par la politique de la Banque centrale et qui nous amène au point C. Donc le point C où on aurait soit le même revenu qu'initial, soit un revenu nettement ou un tout petit peu plus inférieur, mais en tout cas avec un taux d'intérêt vraiment plus bas qui permettrait de relancer l'économie plus facilement. Donc au final, si on voit la combinaison entre l'État et la Banque centrale, l'État avait envie d'arrêter de dépenser de l'argent public, donc il arrête de dépenser cet argent public, et la Banque centrale, voyant cela, décide, pour éviter de pénaliser et d'entrer en récession, parce que si on passe de Y1 à Y2, ici on peut rentrer en récession, ça peut avoir des conséquences. Et bah, du coup, la Banque centrale va décider de soutenir l'investissement privé en renforçant ici un taux d'intérêt bas et en accentuant une sorte d'effet d'éviction, de relance qui permet du coup, en diminuant l'investissement public, de passer sur l'investissement ici privé et donc de conserver un certain niveau de revenus et de pas forcément tomber en récession. Donc on voit bien que même si la politique budgétaire ici et la politique monétaire se contredisent, en fait elles se contredisent pas vraiment. Elles vont plutôt s'additionner pour essayer de créer une sorte de melting pot qui va permettre à l'économie de se relancer et qui va permettre aux États d'arrêter ici d'injecter de la monnaie qui pourrait être injectée via de la dette. Peut-être que les États sont endettés, ils ne peuvent plus soutenir une augmentation de dépenses publiques, donc ils préfèrent réduire leurs dépenses publiques, et donc c'est la Banque centrale qui, par son action, va prendre le relais et va essayer de transformer tout ça pour stimuler l'investissement privé. Donc voilà, ça a du sens tout ça. On peut vous demander en examen d'avoir tous ces mécanismes et il faut être aussi capable à la fin de donner cette conclusion, de dire pourquoi c'est intéressant, pourquoi on a cette combinaison, est-ce que c'est plutôt un bras de fer entre la Banque centrale et les États ou est-ce que comme ici, c'est plutôt qu'on avait de la dette sur les États et donc les États voulaient arrêter de dépenser de l'argent public. Et voyant cela, la Banque centrale va encourager, va accompagner ce mouvement. Donc voilà, il faut être capable de pouvoir raisonner comme ça. C'est un peu l'aboutissement du modèle ISLM. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à refaire les mécanismes. Également à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Et puis moi, ça me permet de me soutenir. Et puis, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.